Cela faisait près de 10 ans que les catholiques au Mali n'avaient pas été ciblés de manière aussi manifeste, alors que les rapts sont devenus monnaie courante dans le centre du pays. 4 fidèles et leur curé originaire de Ségué ont disparu lundi alors qu'ils se rendaient aux obsèques d'un ami prêtre à 200 km au sud. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va plus parler de ce prêtre catholique disparu à Bamako. Bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel. Avant de parler de ce prêtre, quelle est la situation actuelle des chrétiens, surtout catholiques au Mali? La crise actuelle due au groupe armé terroriste les met dans une posture qui n'est pas du tout intéressante, alors qu'avant cette crise, au Mali, les chrétiens et les musulmans ont toujours vécu dans une symbiose qui était une symbiose parfaite, malgré que, comme tout le monde le connaît, le Mali est un pays sur le plan numérique composé dans son écrasante majorité par des musulmans. On ne connaissait pas de problème entre les musulmans et les chrétiens. C'est ce discours des groupes extrémistes violents qui divisent, parce que c'est également un de leurs objectifs, et qui essayent de créer également la confrontation entre les communautés, qui a créé parfois un peu de friction au niveau du Mali. Alors Mamadou, on va plus parler de ce prêtre donc qui a disparu à Bamako. Est-ce qu'on connaît son identité? Il faisait quoi à Bamako? On le connaît puisqu'il a fait plus de 30 ans déjà au niveau du Mali. On ne peut pas parler d'un inconnu dans ces conditions. Il s'appelle Joachim. C'est quelqu'un qui connaît très bien Bamako puisqu'il a surtout fait Bamako. Il est de nationalité allemande. Le jour de sa disparition, d'ailleurs, il devait aller diriger une messe à 8h30. Et on l'a attendu à la messe, on ne l'a pas vu. On s'est posé des questions jusqu'au soir pour se rendre compte progressivement qu'on ne parvenait plus à prendre contact avec lui. Et lui également n'a pas donné signe de vie à qui que ce soit parmi ses collaborateurs. Qu'est-ce qui peut arriver à ce prêtre, selon vous, Mamadou? Vous connaissez bien ce pays. Plein de choses. La curiosité, c'est que les enlèvements, ce n'était pas à Bamako. Si on m'avait dit c'est au centre, si on m'avait dit c'est la zone des 3 frontières, si on m'avait dit c'est au nord, sur la base de l'installation des groupes armés terroristes dans ces zones, généralement dès qu'on enlève quelqu'un dans une zone, on dit ça doit être certainement le GNIM parce que c'est dans leur zone, comme c'est le cas actuellement avec le journaliste français. Dans une autre zone, on sait que c'est Olivier Dubois, effectivement. Dans une autre zone, on sait que c'est État islamique au Grand Sahara, etc. Mais Bamako, de façon générale, n'était pas une zone où on enlevait des gens. Maintenant, est-ce que ce sont les groupes armés terroristes qui l'ont enlevé? Ou bien est-ce qu'on est en train de retourner à une pratique qu'on connaissait, où vous avez des personnes qui peuvent passer inaperçues, qui connaissent le prix, excusez-moi du terme, d'un otage étranger. Bon, je ne connais pas le cours actuel. Quand on libérait la Française Sophie Petronet et Cissé, le prix d'un otage étranger variait autour de 7 à 8 milliards de francs CFA. Donc, c'est vraiment une manne financière pour ces groupes armés terroristes. Mais vous avez parfois des individus qui ne sont pas de ces groupes, mais qui connaissent l'intérêt, qui kidnappent des gens et qui viennent les vendre, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, aux groupes armés terroristes qui, eux, pourront faire le reste du travail, garder la personne, négocier la libération, prendre la rançon et leur donner leur part. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à Bamako? On ne sait pas encore parce qu'on n'a pas d'éléments d'information et Bamako n'était pas connu comme le fief d'un groupe armé déterminé. Il n'y a pas encore de revendication. Attendons, puisque d'habitude, ils vont peut-être le filmer comme ils le font avec une vidéo de juste quelques minutes pour qu'il s'exprime, pour qu'on sache qu'il est déjà vivant, parce que c'est la première chose et on le souhaite vivement. Et ça permet souvent également de savoir qui l'a kidnappé, ce qui n'est pas encore le cas. On peut penser également que comme ils l'ont kidnappé à Bamako, et Bamako est plus compliqué pour cacher des otages, c'est peut-être pourquoi ils se taisent, parce qu'ils sont en train de chercher à l'amener dans leur propre zone, soit au centre, soit au nord, où ils savent que c'est eux qui règnent en maître, où il sera plus difficile de le retrouver et de venir le chercher. C'est peut-être pourquoi également il y a ce silence en attendant qu'ils soient sûrs qu'ils ont mis cet otage en sécurité avant de dire qui
l'a pris en otage. Sous un autre prisme, Mamadou, est-ce que ce prêtre est gênant à un moment donné? Mais non, il n'est pas gênant. Quand vous lisez la presse malienne, c'est quelqu'un de très connu. Les gens disent qu'on ne lui connaît aucun conflit avec qui que ce soit. Curieusement même, c'est quelqu'un qui travaille énormément sur le dialogue islamo-chrétien. C'est-à-dire tout sauf un conflit entre les religions. Il enseigne même dans un institut où on forme des gens à ce dialogue islamo-chrétien, des catholiques en particulier, pas ceux de Bamako seulement, mais qui viennent de la sous-région de façon générale. Donc, a priori, on ne voit pas pourquoi on va vouloir s'en prendre à une telle personne, sauf bien sûr ce que j'ai dit tout à l'heure, quand ils prennent ce genre d'otage, un étranger, un catholique, malheureusement, ça fait de la communication. Nous sommes d'ailleurs en train d'en faire, on en parle. Donc, ça a fait l'objet de débats, de discussions entre les journalistes, qu'est-ce qu'on fait, mais on ne peut pas se taire également dans ce genre de situation, et ça arrache quelque part les groupes armés terroristes, puisqu'on fait leur communication alors qu'ils ne nous ont pas payés. L'autre aspect, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est l'enjeu financier. Un prêtre allemand, c'est clair que ça va faire bouger, même si l'Allemagne n'a rien dit pour le moment, ça va faire bouger et on va retourner dans le processus habituel, passer par les chefs traditionnels, prendre contact avec les groupes, puisqu'on sait par où on passe pour aller négocier ce genre de choses et finalement libérer un otage en échange de prisonniers, comme ça avait été fait avec Sophie Petronet, en plus en mettant la main dans la poche très fortement, ce qui renforce doublement malheureusement les groupes armés terroristes. On leur rend leurs hommes qui sont coupables, qui ont été condamnés, et en plus on leur donne le nerf de la guerre. Mais bon, il faut se poser la question à ce rythme-là, quand est-ce que la guerre va continuer, quand on est capable de donner des milliards à des gens connus comme étant des terroristes. Alors dans ces conditions, souvent aussi, au moment où on entend la réaction de son pays ou bien des pays d'origine de ces otages, surtout s'ils sont occidentaux, l'Allemagne va sans doute réagir. L'Allemagne est en train de s'interroger d'abord, puisque certainement ils vont avoir un peu plus d'informations que nous, puisqu'ils ont leur service de renseignement. Mais généralement, les pays attendent de savoir à qui on a affaire. Parce que vous le voyez avec Olivier Dubois, sa famille se plaint parfois en considérant que la France n'en fait pas assez. Mais le problème, c'est que quand tu veux libérer un otage, on ne le fait pas en faisant du bruit. Puisque c'est des circuits par lesquels il faut passer pour pouvoir aboutir à la libération de l'otage, de sorte que souvent, d'abord le pays confirme, effectivement, nous avons un ressortissant de telle nationalité, de tel âge, il donne les informations, qui est dans ce pays depuis telle période, voilà ce que la personne faisait, etc. D'abord, c'est ça. Ensuite, le pays demande à ce que la personne soit libérée. Le pays s'adresse à l'État malien, puisque le kidnapping a eu lieu, s'il s'agit d'un kidnapping sur le territoire malien, pour que l'État malien puisse faire le nécessaire. Mais n'oublions pas que l'Allemagne a des soldats au Mali, des militaires, même s'ils sont en voie de quitter le Mali. Donc, à travers ces militaires également, l'Allemagne va essayer de faire un travail de terrain pour essayer de savoir où se trouve ce ressortissant allemand qui a été enlevé. Quel rôle le pouvoir en place à Bamako peut jouer dans l'éventuelle libération de ce prêtre? Un rôle important parce qu'ils connaissent les circuits. N'oublions pas qu'il n'y a pas longtemps, sous IBK d'abord, on était sur le point de voir dans quelle mesure il fallait discuter avec les groupes armés terroristes. L'ancien président Touré avait même été pris pour commencer le travail de contact, pour discuter avec ceux parmi eux qui sont des Maliens, pas avec les étrangers. Et bien sûr, c'est Koufa et Agali qui avaient été cités de façon claire, considérant qu'il était possible de discuter avec eux et avait déjà eu des contacts. Donc le Mali peut aider l'Allemagne pour ce circuit-là, pouvant permettre de prendre contact, de savoir qui détient le prêtre allemand, puisque c'est d'abord ça, et ensuite, est-ce que ces gens sont disposés à discuter pour pouvoir le libérer. Ou bien on peut tomber sur une autre situation, puisque d'autres avaient été également enlevés, mais cette fois-ci, c'est les chefs traditionnels locaux qui avaient été les intermédiaires et qui avaient permis des libérations assez rapides, sans pour autant qu'il y ait ni rançon, ni quoi que ce soit. Est-ce que vous pensez qu'à travers ces différents rafts, puisqu'on a parlé des 4, ça c'est au nord du pays, et surtout de ce prêtre
allemand, la situation des chrétiens ou des catholiques est menacée au Mali? Non, de façon générale, je ne crois pas que la situation des chrétiens et des catholiques soit menacée au Mali, puisque comme je l'ai dit, il y a une situation conjoncturelle qui essaye d'entraîner un conflit entre les Maliens et en faisant en sorte que le conflit repose sur la confession religieuse. Vous avez parfois les musulmans maliens, les responsables, les leaders musulmans, les leaders chrétiens qui se rencontrent sur un certain nombre de questions, et je crois qu'ils sont parfaitement conscients de ce que les groupes armés terroristes veulent en termes de conflit entre les musulmans et les chrétiens pour faire le travail qu'il faut pour que ce conflit ne puisse pas avoir lieu. On a vu tout récemment les musulmans maliens se mobiliser quand une personne a blasphémé le Coran. Ben, c'est une personne. Il ne faudrait pas également aller trop vite en disant qu'il appartient à telle religion et parce qu'il appartient à telle religion, ce que la personne a fait, c'est la responsabilité de tous ceux qui appartiennent à cette religion. Ce ne serait pas juste d'aller très rapidement sur ce chemin-là. Et je crois que les leaders religieux ont la lucidité qu'il faut pour pouvoir dire aux Maliens, attendez, la faute d'un chrétien ne peut pas être transformée en la faute de tous les chrétiens, tout comme la faute d'un musulman ne peut pas être transformée en une faute de tous les musulmans. Vous avez parlé tout à l'heure, Mamadou, de ce dialogue islamo-chrétien au Mali. Il est à quel niveau? Ben, je trouve qu'il est à un niveau intéressant parce qu'on a vu l'imam Diko rencontrer des responsables chrétiens. On les a vus parfois se retrouver sur un certain nombre de questions quand le pays traversait des périodes extrêmement dures. On a vu les leaders religieux s'asseoir et prendre des positions communes sur des questions nationales. Et on l'a vu au Burkina, quand le coup d'État a eu lieu, on a vu le rôle que les religieux ont joué. Il faut qu'on accepte et qu'on reconnaisse que ces religieux ont une place dans nos pays, qu'on leur reconnaisse cette place et qu'on leur permette de jouer le rôle au lieu de prendre le mauvais chemin qui consiste à allumer le pays d'abord, à les appeler ensuite en sapeurs-pompiers pour organiser des prières pour la paix et ensuite de faire le travail qu'il faut pour qu'il puisse y avoir de la réconciliation. Je crois qu'eux-mêmes, ils doivent refuser d'être des gens qui sont là pour venir après la catastrophe, mais au contraire des gens qui vont être proactifs pour empêcher la catastrophe. Et de plus en plus, c'est l'attitude des religieux. Quand ça ne va pas, ils font une déclaration en commun pour dire non, il y a des lignes rouges qui sont là, il ne faut laisser personne franchir ces lignes rouges-là. Selon vous, Mamadou, comment protéger ces minorités chrétiennes au Mali? Mais la meilleure façon de les protéger, c'est de ne pas vouloir les distinguer nécessairement parce que ce sont des citoyens maliens. C'est vrai que ce prêtre est un étranger, mais les chrétiens maliens sont des Maliens. Ce ne sont pas des Allemands. Et le prêtre est venu dans le cadre très connu de ce qu'on appelle les Pères Blancs, qui souvent gèrent des écoles, tout un ensemble de choses dans un certain nombre de pays. Donc, il est en mission au Mali. Et celui-là qui a fait 30 ans au Mali, très certainement, il parle le Bambara mieux qu'un certain nombre de Maliens. Et il a fait son inculturation. C'est-à-dire, quand tu vas le voir, il va, dans son comportement de tous les jours, il va ressembler parfois plus aux Maliens même que certains Maliens. Donc, je crois qu'il ne faut pas vouloir jouer sur la différenciation, mais il faut jouer sur le fait que ce sont tous des Maliens appartenant à des confessions différentes. Et l'État malien, pour le moment, n'est pas un État fondé sur une confession religieuse. En parlant de ce rapt, on parle de l'insécurité au Mali. Un regard, Mamadou, pour peut-être chuter sur la situation sécuritaire dans ce pays, surtout au centre et au nord. Au centre et au nord, la situation est extrêmement difficile, surtout la zone où se trouvent les Touaregs. Depuis le départ des Français, ils se sont retrouvés pratiquement seuls, d'un côté face à l'État islamique, de l'autre face à l'État islamique au Grand Sahara, qui s'affrontent également entre eux, puisque chacun veut aujourd'hui dominer ce territoire. Dans la zone centre, tout le monde sait que c'est plutôt le Génim qui est là-bas, avec tout ce que ça crée comme difficulté au niveau de cette zone. Bamako était plutôt la zone un peu sécurisée, même s'il y a eu quand même des attentats sur Bamako. Rappelez-vous le dernier, le plus spectaculaire, s'il faut le dire ainsi, où on est allé s'en prendre carrément à la colline où se trouve la présidence de la République. Bon, ça veut dire qu'il y a problème quand même sur la question sécuritaire au Mali
pas seulement au nord, au centre, etc., mais même au niveau de Bamako, il y a encore des failles en matière de sécurité. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau d'un décryptage infini. Merci à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la petite pause et derrière, on reçoit notre invité.